Le vendredi 9 octobre 2015 à 8h30, le deuxième forum genre et développement. Nous allons parler de cela, genre et développement. Les questions de genre, d'aucuns s'interrogent encore de quoi il s'agit. Avec nos deux invités du jour, nous allons revenir sur la question. Merci de les recevoir avec moi. Ça n'est pas Angela Davis avec sa belle coiffure, c'est Christelle qui dit bonjour Christelle. Bonjour Lady. Merci d'être venue. Vous êtes consultante et chercheure. Et avec nous sur le plateau, si j'arrive à le dire, Eliane Kimwanga. Bonjour Eliane. Bonjour. Assistante manager et blogueuse. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Nous faisons un grand coucou à la présidente et à l'organisatrice de ce forum-là. C'est madame Céline Koulakim qui est professeure de EASC à Sciences Po à Lyon. Alors, ce forum, on va revenir sur la question de quoi s'agit-il tout simplement. Alors c'est un forum qui met en avant en tout cas les activités des femmes chercheurs, donc africanistes ou africaines de préférence, mais les hommes sont aussi bienvenus. C'est la bonne nouvelle messieurs. Et puis donc on partage sur différentes thématiques autour de la femme africaine, le développement et le genre. Pourquoi avez-vous accepté d'être engagée dans cette aventure Eliane ? Alors moi j'ai accepté vraiment sous l'influence de ma mère, donc qui est responsable de cette association. Et c'est vrai qu'elle m'a souvent parlé des questions de genre, du fait que les femmes étaient discriminées, qu'on partait souvent avec un désavantage, surtout donc pour les femmes qui sont nées en Afrique. Et c'est pour moi le but en fait du genre et de ces études-là, c'est de prouver que les femmes peuvent se détacher des rôles culturels qu'on leur impose toute leur vie, de rester à la cuisine, de s'occuper des enfants. On peut être plus que ça, on peut avoir des responsabilités aussi. Et c'est ce qui m'intéresse dans ces études. Alors, ce que vous en dit votre mère, est-ce que c'est ce que vous pensez vous aussi ou est-ce que vous avez une toute autre approche ? Non, c'est exactement ce que je pense. Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que la femme ait un nouveau rôle dans la société, que ce soit dans la société européenne ou dans la société africaine, mais surtout dans la société africaine, puisque c'est vrai que la situation peut être compliquée pour les femmes qui ont un accès réduit à l'éducation, qui ont beaucoup de désavantages par rapport aux hommes. Donc je pense vraiment que ces études-là, c'est l'occasion d'ouvrir la réflexion, de donner des idées aux femmes, de les inspirer vraiment. Alors mesdames, écoutez-nous, ces dames ont des idées pour vous. Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle vient de présenter ou est-ce que vous voulez nuancer ? Moi, enfin, ce que je comprends du genre, puisque moi j'ai rencontré, donc je suis entrée en relation avec le forum par l'intermédiaire de ma thématique, hein, qui est la femme africaine dans son esthétique, hein, où est-ce qu'elle se positionne. Donc pour moi, c'est plutôt, je serais d'accord, je partage l'avis. Cela dit, je crois que le rôle quand même de la femme africaine quelque part, et nous en sommes très fiers, on n'a pas de culture en fait qui dénonce le fait que ce soit une punition d'enfanter, de se marier. Donc moi, c'est valoriser toutes les femmes. Donc leur faire plus prendre conscience de leur patrimoine esthétique et de la relation que nous avons à la transmission. Autant nous transmettons la vie, autant on ne transmet plus nécessairement les gestes d'esthétique. Et moi, c'est un petit peu mon point de départ dans ce système genre, on va dire. Alors, quand on parle du genre, il faut peut-être rappeler que ça ne concerne pas que les femmes africaines, mais les femmes du monde entier, car sous toutes les latitudes, il se trouve des femmes qui vous diront on est discriminé pour telle ou telle raison, les raisons n'étant d'ailleurs pas les mêmes en fonction de l'endroit où on se trouve. Et les hommes dans tout cela, à votre avis, où est-ce qu'ils devraient se placer ? Les hommes devraient être aussi intéressés par les questions de genre puisqu'ils sont indirectement aussi victimes de tous les prismes sociaux qui existent puisque un homme n'aura pas le droit d'être faible, n'aura pas le droit de douter, alors que finalement c'est des caractéristiques humaines et finalement les études du genre permettent à tout le monde de se positionner. Permettent aux hommes de pleurer enfin ? Exactement. Sans se cacher ? Voilà, de s'assumer dans leur intégralité vraiment et pas de se cacher derrière un rôle et d'accepter aussi leur compagne. Voilà, vraiment, je pense que les hommes devraient s'intéresser aussi à ces questions-là directement. C'est donc la grande surprise des études de genre, parce que souvent on a voulu croire que c'était une mobilisation des femmes contre les hommes. Et vous découvrez, messieurs, que vous avez là la latitude de récupérer ce qui vous appartient aussi, ceux des aspects que l'on voudrait désigner comme étant féminins de votre personnalité. Est-ce une surprise pour vous d'ailleurs, Christelle ? Pour moi, au niveau de l'esthétique, ce que nous appelons esthétique féminine a été complètement fondé par les hommes, en tout cas pour un esthétique occidental. En ce qui concerne les femmes africaines, elles étaient responsables de l'écriture de cette esthétique, puisqu'on écrivait sur la peau, on utilisait le tatouage, la coiffure. Donc je pense que nous avons toujours ce pouvoir d'écrire
notre histoire. Donc c'est pour ça que, bon, comme vous le disiez, le rapport que nous avons avec le genre, d'un point de vue esthétique, est un petit peu différent. Parce que c'est nous qui écrivions notre vision de la beauté, tandis que dans le monde occidental, peut-être que c'est un petit peu le rapport de force que la femme africaine est amenée à confronter, c'est que ce sont les hommes occidentaux qui écrivent l'esthétique. Que font les hommes africains? Les hommes africains, ils la contemplent, ils l'admirent. Comme on peut le constater, les hommes africains n'ont pas nécessairement changé d'imagerie de la femme africaine. Et c'est un petit peu notre défi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'occidentalisation qui leur est proposée, et puis de l'autre côté, il y a toujours ce rapport à la mère, à la sœur, à l'épouse. Puisque vous avez toujours les hommes qui apprécient ces coiffures, qui apprécient une certaine forme de maquillage, un certain type de vêtements. Donc c'est intéressant de voir un petit peu ce rapport du genre par les hommes. Par les hommes. Si vous avez un avis, et nous espérons que vous en avez bien un, notre adresse internet s'affiche sur votre écran, ladyvousécoute@telesud.com. Voilà des points que nous pourrons partager avec nos invités du jour. Alors revenons-en donc à la question du genre. Pourquoi faut-il des études pour finalement quelque chose qui manifestement est pertinent? On voit bien quand il y a des discriminations, quand il y a des inégalités, en tout cas ceux et celles qui le vivent, celles notamment dans le cas qui nous concerne, elles peuvent le faire valoir. Pourquoi faut-il s'asseoir, avoir des études bac plus 60 pour pouvoir faire valoir cela, faire entendre sa voix? Alors, le bac plus 60 n'est pas forcément nécessaire. Tout le monde peut s'intéresser au genre. Après, c'est vrai que ce qui a motivé notre association, c'est le fait de se rendre compte que les gouvernements se sont assis un jour autour d'une table et ont dit qu'effectivement, c'était des questions dont il fallait parler, mais que derrière, il n'y a eu aucune action, aucune sensibilisation du public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que les hommes ne sont pas concernés, qu'on pense toujours que les femmes doivent rester à une telle place. Et c'est le but, en fait, de l'organisation d'un forum. C'est pour ça qu'on essaie de rassembler les gens autour de cette thématique pour sensibiliser vraiment le public avec des gens comme Céline Koulakim, comme Christelle, qui vont présenter leur avis sur la question et vraiment ouvrir le débat qui est vraiment méconnu du grand public malgré les grands discours politiques. Alors, qu'attendez-vous des discours politiques dans une thématique comme celle-là, au sens large, en sortant de votre thématique, bien sûr? Est-ce que les politiques peuvent apporter quoi que ce soit à la question de genre? Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont largement contribué, en tout cas pour le cas de la France. On a vu les gouvernements maintenant de plus en plus féminisés. On a vu les actions aussi collectives menées par à la fois des hommes et des femmes concernant la question du genre. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, nous avons été l'un des premiers pays à avoir des femmes présidents, enfin un des premiers continents à avoir des femmes présidents. Donc on va aussi dans ce sens-là. On pensait au Rwanda dernièrement, je crois qu'il y a 40% de leurs parlementaires qui sont femmes. Donc on y arrive petit à petit. Petit voyage, nous allons partir rencontrer d'autres femmes. Ce sont des maraîchères. Elles se trouvent à Ngazidja, c'est l'île de la Grande Comore. Vous allez donc découvrir en partie leur quotidien. Et puis ensuite, mesdames, et vous qui nous regardez, vous nous ferez le plaisir de nous faire savoir comment vous pensez que cela peut être changé. On regarde. Ngazidja, l'île de la Grande Comore, n'est donc pas faite que de ses plages et de lagons bleus vus d'avion. L'archipel en son sein regorge non seulement de plages touristiques, mais aussi de niches dont la terre noire volcanique est fertile. Le Mtsidano, masque de beauté protégeant le visage des affres du soleil, n'est pas que pure coquetterie. Aux Comores, il peut être bien utile encore pour d'aucunes travaillant dans les champs comme Bawa Hamadi et ses consoeurs de l'Association des femmes agricultrices. Elles habitent et cultivent leurs lopins de terre sur les hauteurs de l'Iboani. Pour revenu principal, des cultures maraîchères dont la pénibilité des tâches est d'un autre temps. C'est difficile, très difficile. Oui, parce qu'il y a la colline, ça monte. C'est difficile.
Avec peu ou pas d'outils, elles s'activent à leurs tâches d'épouses et mères qui se superposent tant bien que mal avec les nécessités agricoles. On fait encore du travail à la maison, mais il y a d'autres qui n'ont pas des enfants. Oui. Il y a d'autres qui ont des enfants pour aider et l'autre qui n'a pas des enfants. Il faut faire obligatoirement de faire le travail à la maison. La distance est longue du trajet depuis leur lieu d'habitation à celui de leur champ. Et ce n'est pas tout que de cultiver. Il faut arroser. La corvée d'eau vient compliquer la tâche, car malgré l'existence d'une citerne communale, la proximité n'est pas au rendez-vous. Non, il n'y a pas de l'eau. Comment vous faites? On porte de l'eau sur la tête Oui. avec du seau. On souffle. On fait comme ça jusqu'à ici. C'est ainsi qu'il faut parcourir la distance de 2 à 3 km de pentes escarpées parfois. Nous habitons à Liban, Oui. mais pour... Pour venir ici, vous marchez? Oui, à pied. On Oui. marche à pied. C'est combien de kilomètres? Non, je ne sais pas. À quelle heure vous partez de la maison pour arriver ici? Si on part à la maison jusqu'à ici, 7 heures, on marche ici à combien? À 8 heures. Rien de ceci pour altérer la bonne humeur de ces dames. Amadi nous fait ici, non sans malice, la démonstration de sa grâce et de son port À altier. côté. Vos commentaires, donc vous venez de voir cela. Alors on parlera, je vous interdis de parler du masque de beauté, je sais que ça vous démange. Au-delà de ce que vous avez vu, vous avez entendu, commentaires. Commentaire, c'est comment les femmes utilisent la créativité pour se motiver et comme stimulateur de leur travail quotidien. Et puis aussi mettre en avant le fait qu'elles assument parfaitement leur rôle de mère et d'épouse. Ce n'est pas parce qu'elles vont au champ toute la journée qu'elles travaillent dur que le soir on va manger du surgelé. Donc il y a ce défi qu'elles ont réussi à relever. Absolument, je suis entièrement d'accord avec Christelle. Je pense que c'est le genre de reportage qui nous fait nous rendre compte de l'éventail de possibilités que les femmes ont, de tous ces rôles qu'elles savent assumer au quotidien. Et je pense que le but de nos recherches, c'est vraiment de reconnaître ce travail-là qu'elles fournissent au quotidien pour le village et pour leur famille et pour elles-mêmes. Mais est-ce que la reconnaissance, on va dire institutionnelle, de leur quotidien, de la pénibilité de leurs tâches et tout ce qui s'ensuit, est-ce que ça change quoi que ce soit à leur quotidien? Encore une fois, il est des femmes sous toutes les latitudes qui vont crouler sous leurs tâches quotidiennes pendant que des chercheurs sont en train d'élucubrer sur des plateaux télé, dans des universités. Entre ces deux extrêmes, comment fait-on pour faciliter leur quotidien? Parce que c'est peut-être ça l'intention aussi, sinon ça ne deviendrait que des incantations. Mais justement, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de recherches. Il y a la recherche que vous venez de décrire qui est purement universitaire et il y a la recherche qui va permettre de mener des actions sur le terrain. Et c'est ce que l'association Appli a fait avec un projet qui a été mis en place l'année dernière qui s'appelle Mutualité Appli et en fait qui a permis, grâce aux recherches qui ont été faites en amont, de rendre service à des femmes. Donc en fait, le principe, ça a été de leur proposer des microcrédits pour développer leur propre activité et justement pour leur permettre d'avoir une certaine indépendance puisque c'est souvent des femmes qui ont été dans des situations précaires puisqu'elles ont eu des enfants assez jeunes ou parce qu'elles sont parties de chez leurs parents. Et donc c'est vraiment grâce aux recherches et grâce à la connaissance du terrain et de la vie des femmes sur cette ville-là, on a pu mettre en place quelque chose qui a très bien fonctionné et qui a donné lieu à une trentaine de nouvelles activités qui a pu aider donc derrière 30 femmes et leurs familles et leurs connaissances. Donc c'est vraiment le point de départ, c'était la recherche qui a été faite par des gens comme Céline, comme Christelle. Une recherche-action donc pour changer le quotidien sur le terrain. On voit défiler les photos. Je vous laisse revenir sur ce qu'elle nous dit. Est-ce qu'il y a la possibilité donc de vraiment améliorer le quotidien de chacune? Oui, tout à fait, puisque comme l'expliquait Eliane, il y a déjà la recherche sur le terrain qui est mise en pratique. Il y a aussi surtout, et ça c'est un petit peu plus là où j'interviens, la prévention. À savoir, effectivement, on a vu dans le reportage qu'il y a par exemple des problèmes en matière d'eau. C'est-à-dire qu'avoir de l'eau sur les plantations, c'est assez compliqué. Alors, on n'imagine même pas l'esthétique. Et là, elles ont proposé aussi une solution qui était de puiser dans leur culture et de transmettre ces gestes de culture. À savoir, elles protègent leur peau
En même temps, elles réussissent à rester belles et puis en même temps, elles communiquent un message aussi. Puisqu'on arrive, et c'est la première chose qui m'a frappée dans le reportage, c'est qu'elles ne portaient pas de rouge à lèvres, mais elles tenaient à leur beauté. En même temps, pour aller cultiver ces tomates, ce n'est pas tout à fait ce dont on a besoin, forcément. On le voit dans les marchés ici, hein. On le voit dans les marchés même en Afrique, les femmes sont coquettes. C'est déjà le marché, mais la plantation, c'est un tout petit peu l'arrière-boutique du marché, on est d'accord. Oui, c'est vrai. Mais elles étaient élégantes. On a le droit d'être jolies, hein, soit dit en passant. Alors, nous voulons rappeler, si vous prenez cette émission en retard, que le vendredi 9 octobre 2015, à Lyon, à partir de 8h30, au centre Berthelot ISH, se tiendra le 2e forum genre et développement, où vous aurez des chercheurs qui pourront apporter des réponses peut-être aux questions que vous vous posez sur ces questions-là, qui pourront vous donner peut-être la possibilité de parler, parce qu'il y a toujours un temps d'échange avec le public. Nous retournons aux Comores, regardez la suite de cet élément. Les débouchés de cette activité maraîchère, c'est au marché de Moroni, la capitale de l'île, qu'elles peuvent écouler leurs récoltes pour acheter les produits de première nécessité. Et les hommes dans tout cela? À Libouani, ils mettent la main à la pâte. Il faut rappeler que la société comorienne a pour particularité la matrifocalité. La maison est construite et appartient à la femme, et c'est l'homme qui l'y rejoint au moment des noces et qui doit en quitter les lieux si rien ne va plus. Heureuse ou résignée? Faut-il leur poser la question ou s'en faire une raison? Si vous étiez très riche, vous seriez toujours ici? Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez rester ici? Non. Vous allez où? Ah, Où? Vous allez où? nous allons en France comme toi. En France comme moi? Oui. Mais en France aussi, le kilo de tomates est très cher. Vous avez envie d'aller vivre à Moroni? Ou vous préférez rester ici? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Bien pour vous, restez ici parce que ici chez nous. Oui. Ouais. Vous ne payez pas le loyer? Mhm. La maison vous appartient? Ouais. D'accord. Vous avez déjà fait le grand mariage? Non, pas encore. C'est quand? On souhaite même l'an 2006. Inch'Allah. L'an 2016 au plus tard. Oui, 2016. Leur quotidien champêtre n'aura pas eu raison de leur vie, ni de leur perspective. Et elles nous laissent livrer à nos propres questionnements. Merci à Abdallah Chihabidine pour la musique et à Jean-Philippe pour les images et le montage, bien sûr, au gouvernorat de Ngazidja. Alors, voilà leur quotidien. Heureuse ou résignée, d'après vous? Je ne saurais pas me prononcer. J'aimerais être optimiste et dire heureuse, parce que, comme on le disait précédemment, elles arrivent à vraiment faire tous les rôles et à trouver une certaine harmonie. Et elles disent que voilà, elles restent chez elles en partie parce qu'elles sont bien chez elles. Donc je préfère être optimiste et dire qu'elles sont heureuses. Ne pensez-vous pas que parfois on est dans une démarche un peu subjective et on voudrait à la place des personnes qui sont dans un cadre que l'on étudie, penser que c'est rose ou gris en fonction de ses critères à soi et peut-être manquer quelque chose parfois? On essaie dans la mesure du possible d'être objectif et objective, en tout cas pour les femmes. Et c'est vrai qu'on tient compte, il faut tenir compte de certaines réalités économiques, sociales et puis culturelles. Et c'est pour ça, par exemple, que je m'intéresse particulièrement aux femmes africaines, parce que je suis moi-même une femme africaine et que je peux me mettre dans la peau de ces personnes. Donc je peux utiliser une approche subjective et objective. Donc je peux comprendre, m'identifier à ces femmes comoriennes, parce que j'ai des membres de ma famille qui vivent toujours en Afrique. Ce serait difficile, par exemple, pour moi de m'identifier à une femme antillaise ou à une femme afro-américaine, parce qu'on n'a pas exactement la même matrice culturelle. Donc pour moi, je rencontre plus difficilement je vois ça comme une force, parce que ça permet justement d'appréhender les deux côtés de la question. À savoir, bon, elles disaient qu'elles aimeraient être en Occident. Moi, j'aimerais être là-bas, à leur place. J'aimerais posséder ma terre. Alors, est-ce que vous aimeriez posséder votre terre d'ici ou est-ce que vous aimeriez posséder votre terre et être là-bas, tout simplement? Être là-bas. Changer de place, elle prendrait la vôtre ici sur le plateau et vous serez là-bas à faire les champs, aller chercher de l'eau et tout ce qui s'ensuit? Elle mange de la nourriture bio, ce que je ne mange pas ici. Alors, soyons concrètes, qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de rentrer, de réaliser ce rêve?
Je le fais, je suis en train de le faire déjà. Oui. Donc, après, il y a cette recherche aussi. Donc il y a des obligations administratives qui font qu'on doit quand même produire de manière régulière les résultats de nos recherches. Mais une fois qu'on aura passé une certaine étape, je n'ai pas d'obligation physique ou morale. Pour moi, je trouve que, je ne sais pas si elles sont heureuses exactement comme Eliane, mais je pense qu'il y a une part de paradis dans leur vie. Pensez-vous qu'elles le perçoivent comme tel, d'ailleurs, cette part de paradis? Elles ne peuvent pas le percevoir parce que je ne pense pas qu'elles ne le perçoivent comme on peut le percevoir nous, simplement parce qu'elles n'ont pas été, je pense, confrontées à certaines réalités. Justement parce qu'il n'y a pas assez de gens comme nous qui rentrons leur dire mais voilà ce qui se passe. Ce que vous fabriquez, vos tomates bio, nous coûtent une fortune en Occident. Vous avez cette chance-là, vous avez cette terre. Vous allez tout laisser tomber pour aller habiter dans des conditions peut-être très précaires et vous allez vivre un cauchemar vivant, pas nécessairement un rêve. Parce que vous allez chercher de l'ailleurs pour pouvoir posséder quelque chose. Les Européens travaillent toute leur vie pour pouvoir posséder leur maison. Vous avez déjà ça chez vous. Alors, est-ce qu'au-delà de ces approches de chercheurs, pensez-vous que vous puissiez être crédible auprès de femmes qui vivent dans des zones rurales ou qu'elles soient dans le monde? Oui, bien sûr, puisque comme je vous le disais, le but de notre action, c'est vraiment d'être sur le terrain. Nous pensons que la recherche ne suffit pas, que c'est l'élément de départ, mais que derrière, grâce aux rencontres qu'on fait quotidiennement via notre association, on rencontre des gens comme Christelle qui connaissent parfaitement le terrain, qui l'ont étudié, qui connaissent les femmes de là-bas et leurs habitudes. Et je pense qu'effectivement, l'association a une grande légitimité pour avoir constamment et depuis presque 10 ans travaillé avec des femmes de tous les horizons et qui ont connu différentes choses au quotidien. Quels sont vos ailleurs à vous respectivement? Alors là, on était aux Comores et votre ailleurs à vous, c'est où? Mon ailleurs, je dois dire que je ne sais pas, je suis encore très jeune et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à voir. Je ne peux pas me vanter comme Christelle de savoir être subjective et objective à la fois. Peu importe, cela ne nous empêche pas de vous projeter. Si vous aviez une baguette magique entre les mains, c'est notre question clé sur le plateau, si vous aviez une baguette magique entre les mains, où iriez-vous habiter? Je pense que je prendrais toute ma famille avec moi et que nous irions rejoindre mes grands-parents qui sont au Congo. Votre ailleurs à vous, Christelle? Moi, c'est pareil, même sous-région, l'Afrique centrale. Par contre, j'irai pas nécessairement sur Yaoundé, j'irai plus du côté anglophone. Parce que j'aime l'énergie et ils arrivent justement parfaitement à faire le lien entre la tradition, la culture originelle avec la modernité. Vous avez dit Yaoundé, c'est une métropole. C'est une métropole, effectivement, parce que c'est de là-bas que ma famille vient, mais je préférais plutôt Bamenda. C'est déjà plus ressemblant à ce qu'on a vu en image. Alors, petit rappel, c'est le dernier. Prenez des notes. C'est le vendredi 9 octobre 2015 à 8h30 au Centre Berthelot si vous êtes à Lyon pour pouvoir participer, entendre, poser des questions supplémentaires peut-être à ces organisatrices de ce forum-là. Donnez envie aux messieurs de venir parce que quand les femmes, elles parlent, les hommes s'interrogent et se demandent est-ce que c'est la peine vraiment qu'ils se déplacent. Ça vaut la peine. Vous comprendrez enfin de quoi est-ce qu'on parle quand on est toutes ensemble vous comprendrez beaucoup mieux nos problématiques. Oui, parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Et puis l'année dernière, on a eu quand même à peu près la moitié du public qui était masculin. Donc il y a un intérêt sur le genre et puis le genre autour de la femme africaine spécialement. Alors je vous délivre, parce que je vous ai muselé tout à l'heure, le masque de beauté que vous avez vu. Qu'aviez-vous envie de nous dire ? C'est une pratique qui est très commune parmi les populations bantoues. Et il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des Comoriens sont d'origine, d'ascendance en tout cas bantoue. Donc j'ai été agréablement surprise de voir. C'est une pratique qui est commune à Madagascar, en Afrique du Sud, en Namibie. Donc j'ai été agréablement surprise de voir dans le reportage qu'on tombait justement nez à nez avec des femmes qui le pratiquent. Ne pensez-vous pas que souvent, quand on fait de la recherche, on peut se surprendre, malgré soi d'ailleurs, à vouloir donner un aspect solennel à des pratiques qui sont finalement culturelles, sociales, parce que les personnes, dans le cas de ces dames qui pourraient utiliser un masque de beauté pour se protéger du soleil, ou qui pourraient avoir telle ou telle pratique, c'est leur quotidien, c'est leur vécu, et elles n'ont pas une approche de laboratoire en se disant, là, je suis une femme discriminée, et pour manifester ma rébellion ou ma revendication, je vais poser tel acte qui va faire que je porte mon bébé sur le dos, point, je vais chercher de l'eau, le bois sur la tête, point aussi, et sans avoir quelques démarches solennelles avec soi-même.
Ça existait, il me semble, dans toutes les cultures. Il y a eu cette histoire, par exemple, en Chine, des femmes qui se faisaient bander les pieds. Et un jour, il y en a une qui a pris la décision d'arrêter de le faire. Ça a été la même chose avec le rouge à lèvres, la mini-jupe ou le talon. Il y a des femmes qui refusent de porter le talon à cause de la symbolique, à cause de tout ce que ça représente, l'emprisonnement de la femme. Qu'est-ce que cela représente d'ailleurs, tant que nous y sommes, que de porter des talons hauts? C'est la même pratique que de bander les pieds des femmes en Chine. Strictement la même chose, plaire à l'homme. Alors qu'à l'origine... Et jamais se plaire à soi? Rarement. Parce que lorsque vous demandez aux femmes pourquoi est-ce qu'elles portent des talons, elles vont vous dire c'est pour élonger mes jambes. Pourquoi voulez-vous avoir des jambes plus longues? Parce que c'est ce qui attire les hommes. Ça va être la réponse. C'est une arme de... Une arme de séduction massive. Voilà. Vous êtes d'accord avec l'histoire du talon haut? N'y a-t-il pas, la question derrière celle-là étant, n'y a-t-il pas dans la recherche parfois une certaine tendance à exagérer tout, à vouloir tout analyser et à donner à tout acte, à tout geste, un côté solennel? Non, je suis une fervente défendeuse de la recherche. Je pense que parce que justement un jour quelqu'un s'est penché sur la question du pied bandé, les choses ont pu évoluer pour ces sociétés-là et on a pu se détacher de ces pratiques qui quand même torturaient un peu la femme. Donc je pense que c'est la recherche, c'est la base de tout. Quelqu'un qui observe quelque chose qui paraît normal et qui le porte plus loin que ça. Ceux qui nous regardent à l'écran observent que vous avez un beau bandeau rouge dans les cheveux. N'y a-t-il pas là une volonté de ficeler votre cerveau, d'opprimer la femme que vous êtes? Je ne sais pas, on pourrait pousser jusqu'à l'exagération cela sans à aucun moment risquer de ne pas être dans la recherche aussi? Après, il y a des extrêmes dans tout, dans la recherche, dans la religion, mais le fait qu'il y ait énormément de chercheurs va permettre qu'il y ait des débats et qu'à ces débats, on va trouver des réponses. Et vous pourrez sûrement, après avoir étudié mon bandeau, arriver à la conclusion que ce n'est pas un acte de revendication quelconque, que c'est juste effectivement un accessoire que j'ai mis pour vous plaire. Juste ethnique, sans revendication. Je ne sais pas si je dirais revendication, mais effectivement ethnique. Petite démarche identitaire néanmoins. Sûrement. Des commentaires? Les commentaires, moi je crois que justement c'est parce que les Africains ont négligé la beauté et leur esthétique qu'aujourd'hui nous en sommes arrivés à des comportements extrêmes, où on ne se rend même pas compte des choix que l'on pose. Quelqu'un qui vous dit je n'aime pas la fraise alors qu'il n'a pas goûté à la fraise, ne sait pas de quoi il parle. Exactement. Donc si on ne recherche pas les raisons qui ont poussé cette personne à exprimer son choix pour la fraise, on se perd. Nous terminons là-dessus. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler en levée de rideau de ce forum-là. Vous y serez le vendredi 9 octobre. Merci à nos téléspectateurs pour votre attention. À demain.